Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours d'hématologie qui est le bêta-thalassémie. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir vraiment tous les posts tous les vidéos bien sûr que je poste. Et c'est parti. Alors, premièrement, on va commencer par les différents types d'hémoglobine normale, ok? Leur taux et leur structure. C'est vraiment important de découvrir ça. Donc, chez l'adulte, on ne parle plus de l'enfant ou du nouveau-né, on parle de l'adulte. Il y a trois types d'hémoglobine. On a l'hémoglobine A, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine F. F, c'est par rapport au fœtal. Ok? Très bien. Donc, on sait que globule rouge est une cellule, d'accord, qui contient une membrane. Ça, c'est la membrane. Et ça, c'est l'hémoglobine. C'est clair. Ça, c'est l'hémoglobine, HB. L'hémoglobine, il est constitué de l'hème et la globine, qui est une protéine, d'accord. On le symbolise par HB, d'accord. Il est constitué de l'hème et de la globine qui est une protéine, d'accord. Donc, l'hémoglobine, qui est responsable du transport de l'oxygène dans le globule rouge, d'accord. Très bien. Bien sûr, comme c'est une cellule, elle contient aussi de l'eau, elle contient des électrolytes et elle contient aussi des enzymes comme par exemple la pyruvate kinase, etc. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est l'hémoglobine chez l'adulte. Chaque globule, donc chez l'adulte humain, on a trois types d'hémoglobine. Donc l'hémoglobine A, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine F. F, c'est par rapport au fœtal, par des pourcentages qui sont différents. L'hémoglobine, le type d'hémoglobine qui est prédominant chez l'adulte, c'est l'hémoglobine A, d'accord. Il est, comme vous remarquez ici, d'accord, comme vous remarquez ici, 97% de l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine A, d'accord. L'hémoglobine A qui est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. La globine de cette hémoglobine est constituée de deux chaînes alpha, d'accord, et de deux chaînes bêta, d'accord. Très bien, c'est l'hémoglobine A. Dans d'autres cellules, on peut trouver l'hémoglobine F, qui est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes gamma. D'accord? Ce sont vraiment des traces. L'hémoglobine A2, qui est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes delta, c'est à partir de 1,7 jusqu'à 3,3 le pourcentage. On dit généralement que l'hémoglobine A2, le pourcentage dans le sang ne doit pas dépasser 3,3%. Okay? Très bien. Il y a plein de maladies qui peuvent toucher l'hémoglobine. On les appelle hémoglobinopathies. Les hémoglobinopathies sont divisées justement en deux parties ou en deux catégories. On peut observer les anomalies qui sont quantitatives, généralement la quantité des chaînes peptidiques qui est soit insuffisante, produite en quantité insuffisante ou carrément non produite. Diminution ou absence de synthèse d'une chaîne des globines, d'accord. Les plus fréquentes sont les bêta-thalassémies ou les alpha-thalassémies. Donc il y a deux types de thalassémie, alpha-thalassémie, bêta-thalassémie, selon la chaîne qui est touchée. Si la chaîne bêta est touchée, c'est la bêta-thalassémie, c'est la diminution ou l'absence de la chaîne bêta. Si la thalassémie concerne la chaîne alpha, on l'appelle alpha-thalassémie, donc diminution ou absence des chaînes alpha. Dans ce cours, on focus beaucoup plus sur la bêta-thalassémie. Anomalie qualitative. Anomalie de la structure cette fois-ci de l'hémoglobine. L'hémoglobine est produite normalement, mais en structure qui est anormale. Donc il en résulte une hémoglobine qui est anormale. Les plus fréquentes, c'est les drépanocytoses. On observe hémoglobine S et les hémoglobinoses C. Très bien. Maintenant, vous connaissez qu'est-ce que c'est que la bêta-thalassémie. Donc, on définit la bêta-thalassémie. Oubliez le mot homozygote parce qu'on va détailler homozygote et hétérozygote tout de suite, d'accord. Oubliez le mot homozygote pour le moment. Donc, la bêta-thalassémie, c'est quoi? C'est une anémie hémolytique congénitale. On va détailler aussi ça, d'accord. Pourquoi on l'a appelée la bêta-thalassémie, anémie hémolytique congénitale? Donc c'est tout simplement, c'est une maladie congénitale qui se transmet selon le mode autosomique récessif. Retenez ça en tête parce que c'est vraiment important pour comprendre par la suite le mot homozygote et le mot hétérozygote. Donc autosomique récessif, dû à une diminution ou une absence de synthèse des chaînes bêta-globine. Donc tout simplement, la bêta-thalassémie, par définition,
C'est quoi? C'est la diminution ou l'absence de synthèse des chaînes bêta-globine. Soit elle est diminuée, soit elle est absente carrément. D'accord? Et elle est à transmission autosomique récessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les gènes, dans les chromosomes, d'accord, on a deux chromosomes qui sont identiques. Dans les gènes qui codent pour la chaîne bêta, donc on a deux gènes bien sûr, si l'un des gènes est malade, la personne ne va pas exprimer la maladie. D'accord? C'est vrai qu'il a un gène malade, mais il ne va pas exprimer la maladie parce qu'elle est autosomique récessive. Par contre, s'il a deux gènes malades, il va exprimer la maladie. D'accord? Pour que la personne développe les symptômes de la maladie, il faut qu'il a dans ses gènes deux gènes qui sont malades. D'accord? Deux gènes qui sont malades. Alors, s'il y a la diminution de synthèse des chaînes bêta, on l'appelle bêta+, parce qu'il y a seulement une diminution. S'il y a absence carrément de synthèse, on appelle bêta 0. On appelle carrément bêta 0. Décrire la répartition géographique et la fréquence du trait thalassémique en Algérie. Le trait thalassémique en Algérie, c'est le synonyme de thalassémie mineure. Écrivez ça dans une feuille, d'accord, ou bien, je sais pas, retenez ça, que le trait thalassémique est égal bêta-thalassémie mineure. On va détailler tout ça dans le numéro 3 qui vient par la suite, d'accord? Donc le trait thalassémique est égal thalassémie mineure ou thalassémie hétérozygote. Ce sont des synonymes. Je sais que vous êtes un peu perdu, mais on va détailler dans le numéro 3 qui vient. Donc écrivez dans une feuille que trait thalassémique est égal bêta-thalassémie mineure est égal bêta-thalassémie qui est hétérozygote. Donc le trait thalassémique en Algérie représente 2% de la population générale. Elle est fréquente aux porteurs du bassin méditerranéen. Troisièmement, décrire le mode de transmission. Bien sûr, on a dit que c'est une maladie à transmission autosomique récessive. À transmission autosomique récessive, ça veut dire que la personne, pour développer, si vous voulez, la maladie, pour développer la maladie, il faut qu'il y a deux gènes malades. Ça veut dire si j'ai un gène qui est malade, la personne ne va pas vraiment développer la maladie. C'est vrai qu'elle va avoir une légère diminution, mais elle ne va pas développer la maladie. Il y a deux formes génotypiques. Comme on l'a déjà dit, donc la maladie se transmet selon le mode autosomique récessif. Ça veut dire qu'il faut deux gènes malades pour développer la maladie, pour développer le déficit. Donc il y a deux formes génotypiques, la forme homozygote et la forme hétérozygote. La forme homozygote, je vais diviser ça. La forme homozygote et la forme hétérozygote. La forme homozygote, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a un gène qui est malade et un gène qui est sain. Voici la forme qui est homozygote. Désolé. C'est la forme hétérozygote. La forme hétérozygote veut dire que la personne a un gène qui est malade et un gène qui est sain. Donc ça, c'est la forme hétérozygote. Hétéro, c'est-à-dire différente, c'est-à-dire deux gènes différents. L'un est malade, l'autre est sain. Ça veut dire que la personne ne va pas développer la maladie ni les symptômes. Ok? Super. La forme homozygote, quant à elle, ça veut dire que la personne a un gène qui est malade et l'autre gène malheureusement est malade. C'est-à-dire les deux gènes sont malades. Ça veut dire que la personne va développer la maladie et elle va développer les symptômes. Super. La forme hétérozygote, comme c'est une forme n'est pas vraiment grave parce que on a un gène qui est malade et l'autre qui est sain, elle est dite une forme qui est mineure. D'accord? Elle est dite forme mineure. Tant que la forme homozygote, c'est une forme qui est grave parce que les deux gènes sont malades, elle est dite une forme majeure ou bien on dit c'est forme intermédiaire parce qu'il y a trois types de bêta-thalassémie. Il y a la forme majeure, intermédiaire et mineure. La forme mineure, elle est toujours hétérozygote parce qu'elle n'est pas vraiment grave. La forme intermédiaire, elle est homozygote et la forme majeure, elle est homozygote. Donc, trois formes, majeure, intermédiaire et mineure. La forme mineure, elle est hétérozygote. La forme majeure et intermédiaire sont homozygotes.
Et les mariages qui se font entre deux personnes qui ont la même famille, donc augmentent les chances d'unir deux sujets qui sont hétérozygotes. C'est-à-dire qu'un sujet va avoir un gène qui est sain et un gène qui est malade, l'autre va avoir un gène qui est sain, l'autre qui est malade. Une chance qu'un enfant prend le gène qui est malade de la maman et du père, donc il développe la bêta-thalassémie qui est majeure et c'est vraiment grave. C'est pour ça que deux personnes qui portent la bêta-thalassémie, c'est vraiment déconseillé leur mariage. Donc, décrire le mécanisme physiopathologique et énumérer les conséquences cliniques et biologiques de la forme homozygote. La forme homozygote, c'est celle qui nous intéresse beaucoup plus parce que c'est la forme la plus grave. Ok? Donc, la forme homozygote, c'est-à-dire on a deux gènes qui sont malades, c'est-à-dire la personne va développer la maladie, va développer le déficit et elle va développer les symptômes. Les mécanismes de l'anémie. Donc, premier symptôme qui va apparaître, premier signe d'ailleurs, c'est pas symptôme, le premier signe biologique qui va apparaître, c'est l'anémie. Donc, l'absence ou la diminution des chaînes bêta va causer un excès de la chaîne alpha parce que la chaîne alpha est produite. Il y a un déficit de la chaîne bêta. Donc, on aura un déficit de la chaîne bêta, voire absence, et un excès de la chaîne alpha. Les tétramères alpha sont instables. Ce qui va avoir, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont précipiter. Ils vont précipiter à l'intérieur de l'érythroblaste. L'érythroblaste est un stade plus avancé, c'est-à-dire un stade immature du globule rouge, induisant des altérations des membranes et des destructions des érythroblastes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'érythroblastes. C'est vrai que la moelle produit, il n'y a pas de problème de production, elle produit des érythroblastes, mais les érythroblastes meurent. D'accord? Mais les érythroblastes, ils meurent. Donc, comme si avortement, ils meurent, d'accord? La conséquence est la destruction des érythroblastes dans la moelle elle-même, parce qu'il n'y a pas des cellules matures, c'est l'érythropoïèse qui est inefficace. Ou, comme je vous ai dit, avortement intramédulaire ou l'anémie qui est peu régénérative. On dit généralement qu'elle est régénérative parce que pourquoi? Pour dire régénérative ou arégénérative, régénérative c'est-à-dire que la moelle produit, il n'y a pas de problème de production. Arégénératif, c'est-à-dire la moelle a des difficultés de production. C'est pour ça qu'en cas de carence de facteurs antipernicieux que je vous ai détaillé dans la vidéo précédente, l'anémie est de type arégénératif. Pourquoi? Parce que le vitamine B9 et B12 sont des facteurs importants pour la synthèse des globules rouges, tandis que dans ce cas-là, les globules rouges sont synthétisés le plus normalement possible, mais c'est les chaînes alpha qui précipitent parce que la chaîne bêta tout simplement elle n'est pas là, et puis les érythroblastes meurent dans un stade précoce. C'est pour ça que l'anémie dans cette maladie, elle est de type régénératif, d'accord? Elle est de type régénératif. C'est le mécanisme de l'anémie. Il y a un autre mécanisme de l'anémie. Il y a aussi un autre mécanisme qui sont les érythroblastes qui arrivent justement à maturation, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. C'est les érythroblastes qui synthétisent généralement l'hémoglobine F, parce que l'hémoglobine F est constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes gamma. C'est-à-dire il n'y a pas de problème de bêta. Okay, donc ces érythroblastes arrivent à maturation, mais ils sont malheureusement peu chargés en hémoglobine. Ou donc ils apparaissent comme des globules des globules rouges qui sont petits et peu chargés en hémoglobine, qui présentent des anomalies de morphologie, c'est la poikilocytose. On appelle poikilocytose toute trouble de forme. Vous allez me dire peut-être pourquoi l'hémoglobine F est constituée de deux chaînes alpha et deux chaînes gamma et la chaîne bêta elle n'est pas là, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi ils sont peu chargés en hémoglobine? Parce que la chaîne bêta n'est plus là. D'accord? Parce que la chaîne bêta n'est plus là, donc la chaîne alpha se trouve en excès. Donc si les érythroblastes ne meurent pas à l'intérieur de la moelle, ils continuent leur maturation, mais c'est une maturation qui est anormale. C'est pour ça qu'ils sont peu chargés en hémoglobine. C'est la seule explication que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Donc, d'où les cellules sont petites, donc on appelle ça microcytose, c'est un signe, c'est pas une pathologie. Hypochromie, c'est-à-dire ils sont peu chargés en hémoglobine et ils ont des anomalies de morphologie, c'est la poikilocytose, donc c'est une anomalie de forme.
Ces anomalies de forme entraînent une hémolyse, c'est-à-dire que même s'ils arrivent à maturation, ils vont s'éclater. Ils vont s'éclater où? Ils vont s'éclater à l'intérieur. Ils vont pas s'éclater vraiment, ils vont s'hémolyser à l'intérieur des tissus. Les tissus qui sont le foie, beaucoup plus la rate. C'est pour ça dans cette maladie, on observe une splénomégalie, c'est-à-dire une augmentation de taille de la rate à cause de cette hyperhémolyse chronique. C'est un hémolyse qui est chronique. Je vais détailler dans une autre vidéo l'hémolyse aiguë et chronique. Dans ce cas-là, c'est une hémolyse qui est chronique, c'est-à-dire elle se fait lentement sur une longue période. Alors, récapitulons un petit peu. On a une bêta-thalassémie, c'est-à-dire une diminution ou absence de la chaîne bêta, c'est-à-dire soit les érythroblastes ils vont mourir, soit j'utilise ces signes-là, donc soit ils vont arriver à la maturation, mais ils vont mourir par la suite par hémolyse. Tout ça va conduire à une anémie, c'est clair, qui est un signe biologique, d'accord? L'hémolyse aussi va provoquer quoi? Va provoquer, comme je vous ai dit, l'hémolyse se localise ou là se fait au niveau de la rate et au niveau du foie. On va avoir beaucoup plus une splénomégalie, c'est-à-dire augmentation de la taille du foie. C'est-à-dire l'hémolyse là, c'est pas une pathologie, c'est un mécanisme, d'accord? Il faut savoir différencier entre un mécanisme, une pathologie et un signe. D'accord? La pathologie, c'est ça. C'est la diminution ou l'absence de la chaîne bêta. Par le mécanisme qui est l'hémolyse, elle va provoquer une anémie, c'est un signe biologique. Elle va provoquer aussi une splénomégalie. C'est un signe physique aussi de la maladie. D'accord? Alors, les conséquences de l'hémolyse, l'anémie et l'hémolyse. Donc l'anémie profonde chronique à l'origine d'une hypoxie va stimuler quoi? Va stimuler la synthèse de l'érythropoïétine, qui est une hormone synthétisée par le rein. Donc ayant comme conséquence une hyperplasie érythroblastique, donc stimulation de la synthèse des érythroblastes, avec expansion médulaire érythroblastique à l'origine d'une dysmorphie crânio-faciale, c'est-à-dire à l'intérieur de la moelle, il y aura synthèse d'érythroblastes, c'est-à-dire expansion, et on ne va pas oublier que c'est de l'os, donc on aura des dysmorphies crânio-faciales. Le fer provenant de l'hyperhémolyse, on sait que l'hémolyse va libérer du fer, parce que l'hème est constitué de fer aussi, de l'augmentation de l'absorption digestive et les pertes et les transfusions à l'encours, parce qu'on va détailler par la suite le traitement, c'est les transfusions. On va avoir une surcharge en fer. La maladie s'appelle l'hémochromatose, c'est-à-dire une surcharge en fer dans l'organisme, dans différents tissus, provoquant des défaillances polyviscérales. L'hyperhémolyse entraîne une consommation d'acide folique, c'est la vitamine B et B9, une lithiase vésiculaire par hyperbilirubinémie et hyperuricémie. L'hémolyse va libérer quoi? Va libérer de la bilirubine indirecte, parce que l'hémolyse, imaginez-vous que ça c'est la rate, ça. La rate a des macrophages. Le globule rouge qui est anormal, plutôt elle est anormale parce que on a déjà détaillé, la chaîne alpha précipite, vient vers la rate, elle rentre dans le macrophage de la rate, et puis la rate va désintégrer l'hémoglobine, d'accord? L'hémoglobine va se transférer en fer, le fer va vers la circulation générale, c'est pour ça on a une surcharge en fer dans l'organisme, et en bilirubine. Les acides aminés sont recyclés. Donc hémoglobine, la globine sont des acides aminés qui vont vers le sang. L'hème est constitué de deux parties, du fer et de la biliverdine. La biliverdine par la suite va se transformer en bilirubine indirecte. Donc la bilirubine indirecte circule dans le sang en quantité excessive, le fer en quantité excessive. Le bilirubine indirecte va induire le l'ictère subictère, et le fer
va causer l'hémochromatose et la bilirubine indirecte, dont la précipitation de la bilirubine indirecte va causer des lithiases vésiculaires. Récapitulons un petit peu, c'est une maladie hématologique. Donc, on aura diminution ou absence de la chaîne bêta. Les globules rouges meurent par hémolyse, donc par le phénomène d'hémolyse, qui est un mécanisme, d'accord, par le phénomène d'hémolyse, on a plein de signes. Le premier signe, c'est l'anémie, c'est clair. Les globules rouges meurent et la moelle osseuse, elle n'est pas capable de régénérer plus de globules rouges. Donc, c'est l'hémolyse qui est un mécanisme, d'accord, qui est un mécanisme. Donc, le premier signe, c'est l'anémie. Le deuxième signe, à cause de l'hémolyse, la rate va s'hypertrophier. Donc, on aura une splénomégalie. Super. L'hémolyse va libérer de la bilirubine indirecte qui va provoquer la coloration qui est jaune de la peau. C'est du subictère. Subictère. Ça, c'est la triade classique de l'hémolyse chronique. Hein. Parce que ça diffère, les signes de l'hémolyse chronique de l'hémolyse aiguë. L'hémolyse chronique, qui est un mécanisme, va se manifester par 3 signes majeurs. Subictère, splénomégalie et anémie. L'anémie, on ne dit pas anémie généralement, on dit, vous allez voir dans la triade, pas le mot anémie, mais plutôt pâleur cutaneo-muqueuse. C'est presque la même chose, pâleur cutaneo-muqueuse, qui est un signe de l'anémie. Un signe biologique a des signes qui est la pâleur cutaneo-muqueuse. D'accord? Donc, au lieu de dire anémie, on dit la pâleur cutaneo-muqueuse. Comment retenir ça? C'est simplement le mot ISP. Donc, ictère, splénomégalie et pâleur cutaneo-muqueuse. C'est la triade classique de l'hémolyse chronique. Cinquièmement, citer les 3 formes cliniques de la bêta-thalassémie. Donc, on a la thalassémie majeure. On l'appelle aussi la maladie de Colli. Ce sont des synonymes. C'est une bêta-thalassémie qui est homozygote, c'est-à-dire les 2 gènes sont malades. La thalassémie intermédiaire, elle est aussi homozygote. Et la thalassémie mineure, elle est hétérozygote, c'est-à-dire un gène qui est malade. La personne ne va pas développer vraiment la maladie. Il y a un léger déficit de l'hémoglobine A. Il y a un léger déficit, l'hémoglobine A, parce qu'elle contient la chaîne bêta. Voilà. Et la personne ne développe pas la maladie, c'est-à-dire elle est asymptomatique. Sixièmement, décrire le tableau clinique de la thalassémie majeure en maladie de Colli. Donc, cliniquement, les signes cliniques apparaissent lors de la commutation de 2 hémoglobines. Il faut savoir aussi que c'est une maladie hématologique, c'est-à-dire elle va se manifester par des signes qui sont biologiques et des signes cliniques de n'importe quel type. Par exemple, une maladie digestive, elle va se traduire par des signes digestifs. Une maladie neurologique, par des signes neurologiques. Une maladie respiratoire, par des signes respiratoires. Mais comme c'est une maladie hématologique, donc dans le sang, elle va se traduire par n'importe quel type de signes. D'accord ? Pour que j'éclaircis les choses. Donc, cliniquement, les signes cliniques apparaissent lors de la commutation, c'est-à-dire les 2 gènes sont mutés de l'hémoglobine. Début entre le 6e et le 18e mois. L'interrogatoire va rechercher des cas similaires dans la famille parce que c'est une maladie qui est génétique. Notion de transfusion et une consanguinité. Connaître consanguinité des parents, bien sûr. Tant que c'est une maladie homozygote, c'est-à-dire la personne a 2 gènes malades, automatiquement, c'est clair que l'un des gènes se trouve dans le père et l'un des gènes se trouve chez la mère. D'accord ? Connaître les circonstances de découverte, cassure de la courbe de croissance. Pourquoi ? Parce que le fer, qu'on a déjà parlé, va se précipiter dans la glande pituitaire, l'hypophyse qui est responsable de la croissance. Et on aura cette cassure de cette courbe. On a la pâleur cutanéo-muqueuse qu'on a déjà parlé. On a les infections à répétition. Les manifestations cliniques, on a... Désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Les manifestations cliniques, RSP, retard spatio-pondéral, triade d'hémolyse chronique, c'est la triade classique, pâleur cutanéo-muqueuse, subictère conjonctivale, et on aura la splénomégalie, parfois une hépatomégalie. On aura aussi les signes cliniques, une dysmorphie crânio-faciale. Récapitulons un petit peu, la maladie va se traduire par différents signes qui sont le subictère, la pâleur cutanéo-muqueuse, la splénomégalie, les dysmorphies crânio-faciales, un retard spatio-pondéral. Tout ça sont des
des signes. Donc il faut retenir tout simplement la triade et ajouter les dysmorphies et le retard statuaire-pondéral. Donc, elle va se traduire aussi par des signes biologiques. Les examens d'orientation FNS, on va trouver l'hémoglobine qui est inférieure à 7 grammes par décilitre, ça veut dire qu'il y a une anémie sévère. Microcytaire hypochrome. Microcytaire hypochrome, c'est à peu près le même type d'anémie par carence en fer. Carence en fer, c'est une anémie qui est microcytaire hypochrome, sauf que la carence en fer, la moelle, le fer est vraiment important pour les globules rouges, pour les synthétiser, c'est-à-dire la moelle ne peut pas synthétiser des globules rouges, c'est-à-dire elle est arégénérative. Tandis que dans ce cas, c'est vrai, elle est microcytaire hypochrome, mais elle est régénérative. C'est-à-dire le fer est là, le vitamine B12 est là, la vitamine B9 est là. La moelle synthétise le plus normalement possible les globules rouges, mais c'est le problème dans l'hémoglobine. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça qu'on a l'anémie. Donc cette anémie, elle est régénérative. D'accord. Formule sanguine, on aura des dystrophies des globules rouges, c'est-à-dire problème de forme, avec des signes de régénération. Bilan d'hémolyse, c'est pas vraiment important. Retenez que le signe biologique le plus important, c'est l'anémie. Et à chaque fois que vous dites anémie, il faut dire le type. On ne peut pas dire anémie sans dire le type. C'est une anémie microcytaire hypochrome régénératif. Autre signe biologique, la bilirubine indirecte qui est augmentée, le fer serré qui est augmenté, c'est tout simplement la triade de l'hémolyse chronique sur le plan biologique. Vous voyez là la triade de la splénomégalie sur le plan clinique. Mais si on voit la triade de la splénomégalie sur le plan biologique, le subictaire, on peut le remplacer par l'augmentation de la bilirubine indirecte. C'est vraiment simple à retenir. La pâleur cutanée muqueuse, on peut la remplacer par l'anémie avec le type. C'est une anémie microcytaire hypochrome régénérative. La splénomégalie reste une splénomégalie, d'accord? C'est pour retenir les signes biologiques de cette maladie. Donc c'est tout simplement la triade d'hémolyse chronique sur le plan biologique. Les examens spécifiques, l'électrophorèse de l'hémoglobine, qu'est-ce qu'elle va révéler? Elle va révéler que l'hémoglobine A est égale à 0, comme il y a un déficit, donc il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine A. Ou l'hémoglobine A qui est présent en faible taux, B+, qui est inférieur à 10%. Alors que dans la personne normale, elle est de l'ordre de 97% des 80%, 97%. L'hémoglobine A2, normale ou légèrement augmentée, il va essayer de compenser le manque. L'hémoglobine F, elle est majoritaire. Parce qu'on a beaucoup de chaînes alpha. Et on sait que l'hémoglobine F, il est constitué de chaînes alpha et de 2 chaînes gamma. Donc il va compenser le manque. Confirmation diagnostique par enquête familiale chez les 2 parents. À l'électrophorèse de l'hémoglobine, on trouve A2 supérieur à 3,3 pour compenser le manque. Ils sont des bêta-thalassémiques hétérozygote. Si hétérozygote, ça veut dire que chaque parent a un gène malade, c'est-à-dire que ils ont un gène malade et un gène sain. Si les 2 gènes malades se transmettent à l'enfant, donc l'enfant se trouve avec 2 gènes malades, donc il développe la maladie et ses symptômes. Les différentes complications, on a déjà détaillé tout ça. On aura une lithiase vésiculaire, on aura hypersplénisme lié à la splénomégalie, donc l'arrêt de fonction vocaux, des infections, des crises aplasiques par carence en acide folique, parce qu'on a toujours besoin de l'acide folique pour synthétiser plus de globules rouges qui sont anormales finalement dans leur hémoglobine. On aura une hémochromatose, donc surcharge en fer, complications liées aux transfusions sanguines parce que l'anémie est corrigée par des transfusions, l'allo-immunisation, c'est la transfusion et n'est pas compatible dans le système ABO. Reconnaître une forme majeure d'une forme intermédiaire, donc tout simplement la forme intermédiaire découverte plus tardive, tableau clinique moins brouillant, triade d'hémolyse chronique présente, déformations crânio-faciales qui sont modérées, FNS pas inférieur à 7 mais plutôt entre 7 et 9,
et indépendance transfusionnelle. Thalassémie mineure ou très thalassémie, indépendance transfusionnelle, ils ne ont pas besoin de beaucoup de transfusion. Thalassémie mineure ou très thalassémique ou hétérozygote sont des synonymes. Elle est totalement asymptomatique. FNS peut retrouver une pseudo-polyglobulie microcytaire parce qu'il y a un léger déficit en chaîne bêta. Léger déficit. Dosage de la A2, on la retrouve supérieure à 3,3 parce qu'elle va essayer de compenser le manque de la A. C'est vrai qu'elle est asymptomatique, mais il y a un léger déficit en la chaîne A, en hémoglobine A. Neuvièmement, énumérer les examens complémentaires à effectuer avant toute transfusion. Bien sûr, le système Rhésus, des sérologies virales et des recherches d'agglutinine est régulière. Décrire le traitement symptomatique et curatif. Donc, premièrement, il faut savoir que le traitement de cette maladie est double. Il y a le traitement... Désolé. Il y a le traitement symptomatique, c'est-à-dire on va corriger les symptômes. Donc on va traiter l'anémie par des transfusions. On va lutter contre l'infection par une antibioprophylaxie. On va lutter contre la carence en folate par une supplémentation en vitamine B9. On va lutter contre la surcharge en fer par administration des chélations. Des chélations, c'est-à-dire des molécules qui vont se lier au fer et favoriser l'excrétion urinaire. L'excrétion, dans quelque sorte. On va augmenter l'excrétion du fer de l'organisme. Ce traitement sera débuté dès que la ferritine est supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre pour avoir un taux de ferritine qui est inférieur ou égal à 500 nanogrammes par millilitre et éviter la surcharge en fer. La splénectomie pour la splénomégalie, mais il faut savoir qu'en cas de splénectomie, elle n'est plus pratiquée avant l'âge de 5 ans, c'est un point. D'autres points, c'est-à-dire d'autres points, c'est qu'elle est précédée d'une vaccination anti-pneumococcique. Parce qu'on sait que la rate est un organe lymphoïde qui est vraiment important. Donc l'enlèvement de cette rate a des complications aussi. Et il faut faire de la vaccination. Inducteur de l'hémoglobine F permet un espacement des transfusions pour produire beaucoup d'hémoglobine F, pour espacer les transfusions. Le traitement curatif, le seul traitement curatif, c'est la greffe de la moelle osseuse s'il y a une greffe qui est compatible, et la thérapie génique. Mais c'est vraiment difficile de trouver une moelle osseuse. Voilà. Donc la surveillance, donc elle est mensuelle, c'est-à-dire la surveillance elle est mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, trimestrielle chaque 3 mois, annuelle chaque année, pour évaluer l'amélioration avec le traitement. Elle est clinique, biologique et radiologique. Les mesures préventives à prendre, c'est tout simplement le dépistage prénatal, c'est-à-dire on doit dépister que l'enfant a cette maladie. Conseil génétique, c'est-à-dire que chez deux personnes qui ont cette thalassémie, vraiment déconseiller leur mariage. Et on doit dépister les hétérozygotes parce que sur le plan clinique, ils sont sains, totalement sains, mais ils ont ce gène qui est malade. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que si deux gènes sont malades, la personne va développer la maladie et les symptômes. Si l'un des gènes est malade, la personne ne va pas vraiment développer la maladie ni les symptômes, mais il faut dépister les hétérozygotes, parce que si deux hétérozygotes se marient, donc on aura un enfant peut-être qui aura les manifestations cliniques de la maladie. Et c'est le tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo était bénéfique pour toi, n'hésite pas surtout à mettre un petit like, s'abonner à la chaîne et à la prochaine.